Chapitre 8. La démonstration des essais à l'essai. La démonstration est passage du fondement sensible au système moral, et ce passage ne se fait pas de façon identique dans chaque œuvre de Locke. Des Essays on the Law of Nature de 1664 jusqu'à la paraphrase sur les épîtres à laquelle il travaillait à la fin de sa vie, l'application au champ moral de la forme démonstrative évolue constamment. D'où la difficulté de percevoir la place de la morale dans la pensée de Locke. L'échec constant en ce domaine laisse la question morale en marge du texte, alors qu'elle fait sinon l'unité, du moins le lien entre ces diverses œuvres. On peut en effet imaginer plusieurs scénarios possibles. Nous avons déjà évoqué le premier, démonstration de l'existence de Dieu à partir de l'ordre de l'univers, puis reconnaissance de son autorité morale. D'autres procédures sont utilisées. On établit des relations morales entre des idées, puis on établit leur fondement objectif en Dieu. Ou encore on analyse le plaisir et la peine, puis on en déduit des devoirs grâce au calcul des plaisirs et des peines attachés à chaque loi. Ou enfin on critique les systèmes moraux existants pour dégager celui qui est le plus conforme au caractère raisonnable de l'homme. À chaque fois il s'agit de démontrer à partir de l'expérience, mais en chaque cas l'expérience initiale et la fonction de la démonstration diffèrent. Il est donc nécessaire pour déterminer la place de la raison en morale de recenser les diverses procédures utilisées, de passer en revue les étapes principales de cette évolution. Comment Locke s'est-il écarté de plus en plus de la considération du simple sensible pour traiter de la réalité complexe du discours et de la vie morale? Comment tracer la genèse qui fait que les données sensibles participent à la constitution de notre connaissance de la loi morale? Les deux brouillons de l'essai puis l'essai lui-même sont des tentatives de réponse qui chacune avortera à la question posée par l'échec des Essays on the Law of Nature. Les Essays on the Law of Nature affirment, mais ne problématisent pas le passage du sensible à la loi naturelle. Toute la réflexion ultérieure de Locke consistera à combler cette lacune. Comment expliquer que le sensible, que l'idée simple factuelle, puisse être transmué en élément moral et produire avec la coopération de la raison une entité aussi complexe que la loi naturelle? Dans ce premier ouvrage, l'existence de Dieu et sa promulgation d'une loi sont déduits de ce que confrontent leur sens et la raison. Et en une dizaine de lignes, les données des sens sont résumées. Puis en une page, la raison en déduit l'ordre de l'univers, l'existence de son créateur. Et en une autre page, les devoirs qui découlent de l'intention divine manifestes dans le monde. Le reste de l'ouvrage réfute les opinions opposées et précise les raisons pour lesquelles cette loi est contraignante. Il semble bien que ce soit la question de la contrainte, l'analyse du contenu et squelettique, qui préoccupe d'abord Locke. La démonstration porte sur l'existence de Dieu, et celle-ci a pour fonction principale d'assurer le caractère impératif de la loi découverte par l'entendement. Une démonstration à portée spéculative, donc qui débouche sur une affirmation morale. Le mélange des questions de vrai et de bien nous apparaît déjà, à nous qui avons analysé les textes plus tardifs de Locke. C'est une première difficulté qui peut contribuer à justifier la non-publication du texte. En outre, dans cette démonstration, sens et raison sont juxtaposés, plus qu'ils ne collaborent. On a déjà relevé qu'il n'y avait aucune relation véritable entre les données des sens et l'affirmation que Locke prétend pouvoir en tirer. Il est évident que le monde est construit avec art et régularité. C'est justement cette transition et la causalité qu'elle implique qui poseront problème à celui qui découvrira avec Sydenham et Boyle la complexité du symptôme et du phénomène. L'impossibilité d'avoir l'expérience du monde comme une totalité et d'en affirmer par démonstration l'ordre et le dessein va tout jeter bas. La preuve de l'existence de Dieu dans l'essai ne mentionnera plus cet argument populaire à partir de l'ordre naturel constaté. Locke ne pense plus qu'on puisse constater dans le monde un ordre général faute de connaissance, knowledge, de la constitution interne des choses et de la causalité effective. Cet argument se révélera trop proche de la vision des vérités éternelles, de l'intuition des maximes et plus encore de l'inéité de la loi qu'il rejette déjà. Il y a incohérence à critiquer l'inéité de la loi naturelle et à affirmer en même temps que la raison peut avoir l'expérience de l'ordre du cosmos. La réflexion sur le statut de l'expérience, sur son caractère atomique, sur le caractère externe de la relation peuvent avoir été un second motif pour ne pas publier les essais. On sait déjà les critiques que Locke fera à l'analyse de Tyrrell sur la loi naturelle. Or, l'ouvrage de Tyrrell semble bien avoir été étroitement inspiré par les premiers essais manuscrits de Locke dont Tyrrell avait la garde. En critiquant Tyrrell, Locke ne critiquait-il pas ses propres positions initiales? Dans son œuvre ultérieure, Locke développera l'argument par la contingence de l'être humain, ici déjà juxtaposé à celui du dessein, qui convient beaucoup mieux au nominalisme
prisme de la maturité. Ainsi, sur deux thèmes fondamentaux de ce premier texte, le rapport de l'obligation et du contenu, le rapport de l'expérience et de la raison, Locke sera amené à évoluer. Cette évolution ne vient pas uniquement des exigences de la pratique, et également en jeu la dimension épistémologique des problèmes, raison et obligation, raison et expérience. L'évolution de la réflexion de Locke sur les savoirs de la nature sera liée à l'évolution de sa conception des fondements de la morale. Et dorénavant, l'expérience qui servira de base à la démonstration morale ne pourra plus être la même. 1. Le draft A et les idées complexes. Les drafts reprennent ce passage des données sensibles aux affirmations morales, mais ils déplacent définitivement la forme d'intervention de l'expérience. Désormais, l'expérience n'interviendra plus d'abord pour fournir matière à une preuve de l'existence de Dieu. Elle interviendra principalement pour fournir les éléments permettant de composer les modes mixtes moraux, ces idées morales qu'il s'agira de comparer avec les idées morales constituant l'énoncé de la loi morale. Elle interviendra aussi sans recevoir dans le texte de Locke la dénomination d'expérience pour fournir une base effective et subjective, expérientielle, donc à l'obligation objective. Elle intervient enfin pour confirmer la vérité des démonstrations morales et mathématiques, thèse qui, dès le draft B, sera corrigée au profit d'une conception plus idéaliste de la validité de la démonstration mathématique et morale. Ainsi, les drafts inaugurent une forme d'analyse qui demeurera primordiale jusque dans les derniers écrits de Locke. Certes, l'inachèvement des œuvres, aussi bien des drafts que de l'essai, l'importance prise par des questions considérées comme annexes au départ, telles celles du langage, laisseront le lecteur sur la route. La formulation de la loi naturelle, la preuve de son caractère contraignant et la mise en correspondance avec la règle personnelle ne seront vraiment résolues que par une voie autre, la critique de la révélation. Dans sa première partie portant sur l'origine des idées, le draft A analyse les deux sources des idées simples, mentionne leur association en espèces, mais s'arrête plus longuement sur les relations et notamment les relations morales. Au cours de cette analyse des relations, Locke revient à une notion d'espèce, l'espèce homme, qui l'intéresse particulièrement, ce qui se confirmera tout au long de l'essai. L'analyse de cette espèce précise a une connotation morale évidente. Le stoïcisme et toute la théorie du droit naturel que l'on vient de rappeler nous ont en effet appris que c'est de l'examen de ce concept que dépendait pour une bonne part l'établissement de la morale. De plus, nous savons par la lecture de l'essai que la preuve de l'existence de Dieu qui sert à établir le caractère contraignant de la loi partira dans cet ouvrage de ce même concept de l'homme. Celui-ci remplace l'impossibilité d'un monde cosmologique ordonné, et c'est en grande partie autour de cette question centrale pour la morale naturelle et la théologie des fins dernières que tourneront les différentes objections et réponses. L'analyse des relations proprement morales, par laquelle le draft A poursuit son inventaire, s'attarde à la composition de ce qui sera plus tard désigné comme le mode mixte et aux difficultés linguistiques engendrées par l'équivocité sans référence du langage moral, référence autre que celle de la loi. Ainsi se dévoile le sens de la structure ultérieure de l'essai. Le draft A mélange trois études: composition de l'idée morale, mise en relation de celle-ci avec la loi pour en dégager le concept de bonté morale, et enfin langage de la morale, que l'essai distinguera en trois étapes séparées par plusieurs chapitres. Si Locke étudie les modes mixtes et les oppose ensuite aux idées complexes de substance, c'est que cette étape est indispensable pour aborder clairement les relations morales qui vont clore la partie constructive du livre 2. 2. De la relation morale au monde moral, au mode moral. À travers l'analyse du concept de relation, le draft B met plus nettement encore en évidence l'importance accordée à l'entendement. La relation y est importante pour trois raisons. D'abord, son étude occupe une part importante des drafts. Ensuite, dans le draft B, de nombreuses corrections sur ce point témoignent d'une évolution de Locke aux conséquences intéressantes. L'idée positive anticipe sur ce que sera la substance, l'idée de relation et la préfiguration de ce que sera l'idée de mode mixte. Enfin, la relation est un élément essentiel de l'élaboration de la loi morale, sinon de toute connaissance, on l'a déjà dit. La relation est examinée par 3 fois dans le draft B. Une première fois dans l'analyse de l'idée et 2 fois lors de l'analyse de la connaissance. Dans la première, Locke étudie la comparaison qui produit notamment les idées simples de mesure et de nombre, la géométrie et la considération de deux étendues perçues par les sens et leur comparaison grâce à une mesure numérique précise distincte de la mesure mécanique, c'est-à-dire par superposition. L'importance de la comparaison tient à ce que par son intermédiaire la science se mette en place dès le niveau de l'idée simple. Vous trouverez que j'ai raison d'en traiter séparément, puisqu'elle est le fondement et la base de toute mathématique et de toute certitude. La thèse de cette époque est aussi simple que claire.
Toute connaissance, et ce dès la constitution de l'idée simple, doit procéder de la comparaison, de la relation, car la relation est lieu unique de mesure et de certitude. La seconde partie de l'ouvrage porte sur la connaissance elle-même, divisée en deux temps, connaissance des idées simples et connaissance des idées complexes. Or, chaque temps est lui aussi centré sur la relation. La connaissance par idée simple d'abord traite du problème de la relation par une étude circonstanciée, de la comparaison à l'aide du nombre. Le caractère discret et précis du nombre lui permet de servir d'adjuvant à la démonstration géométrique et l'idéal serait qu'il puisse servir de mesure à toute connaissance d'idées simples. La connaissance portant sur les idées complexes et notamment la connaissance morale se fait elle aussi par considération de relation. La transition de l'idée complexe de substance à l'idée de relation se fait à travers l'analyse du mot et la comparaison entre la substance et la relation. La substance est peu claire, mais son nom est déterminé. La relation, inversement, est claire, mais son nom est indéterminé. Les idées de relation sont produites par l'esprit humain qui assemble les idées simples à sa guise, avec une profusion de termes pour les désigner. Cette profusion d'idées et de mots engendre différents problèmes. Quel est le lien entre cette production individuelle et l'origine culturelle ? Comment remédier, demande Locke de façon plus développée que dans le draft A, à l'imprécision qui rend la communication difficile ? Significativement, Locke prend comme exemple de communication difficile les termes de relations morales, dévotion, modestie, fourberie, vengeance et aussi grâce, foi, église. L'imprécision de ces termes moraux et religieux est source de toutes les incompréhensions entre langues et entre traditions diverses. L'analyse du mot manifeste l'origine de l'intérêt de Locke pour la relation. Le mot est l'occasion, sinon la cause, du regroupement en idées complexes de plusieurs idées simples. Mais, puisqu'on commence par l'idée, ou le mot, en morale alors qu'on commence par la chose pour les substances, l'idée complexe a un statut différent quand il s'agit de substance et quand il s'agit de relation. Ce statut différent est exprimé à travers la dichotomie positif-relatif. L'idée positive ou absolue comme l'idée de substance est opposée à l'idée relative. Et celui qui connaît l'essai s'étonnera que soit exprimé ainsi ce qu'il sait devoir être exprimé plus tard à travers l'opposition de la substance et du mode mixte. Parmi les relations étudiées dans le draft B, Locke commence par la durée et la distance, relations affectant les idées simples de temps et d'espace, mais intéressant aussi la morale et la théologie par le biais de la question de l'infinité et de l'éternité. La précision et l'exactitude ne posent pas problème ici, car la mesure est offerte, et à condition de poser correctement les questions de l'infini, la connaissance y est assurée. La relation de causalité, quant à elle, est inconnaissable, car inobservable. L'on ignore son fondement ontologique, faute de connaître la nature corpusculaire des substances mises en relation. Qu'en est-il de la morale ? Les éléments du discours moral sont-ils des relations au même titre que les éléments de la géométrie ? La définition générique du meurtre est-elle produite comme la définition de telle longueur par intervention d'une mesure ? Thèse qui serait intéressante car elle permettrait d'introduire l'exactitude dès la constitution des termes du discours moral. Locke semble avoir dans un premier temps penché pour cette façon de comprendre l'importance de la méthode géométrique en morale. Mais la thèse se révèle insoutenable. Le terme moral n'a pas d'unité de mesure qui le constituerait comme tel. Il n'est pas en lui-même relatif. L'unité de mesure ne constitue pas l'idée morale, comme elle constitue l'élément géométrique, droite ou angle. La relation ne s'introduira donc véritablement en morale qu'avec la mise en rapport du terme moral déjà constitué avec la loi. Le mode moral paraît trop lié à l'inexactitude, à la fluctuation du vocabulaire, et la précision géométrique se cantonne au domaine où la relation subsiste dans la mise en relation de termes moraux entre eux et avec la loi. Cette interprétation, qui demanderait à être confirmée, s'appuie sur l'édition critique du draft B qui distingue les diverses couches rédactionnelles du brouillon. Elle trahisse le passage de la notion de relation à celle de mode. Dans sa rédaction, le draft B n'utilise pas le terme de mode. Celui-ci n'apparaît que lors de correction, où action morale remplace dans certains cas relation. Par ces corrections, Locke distingue la relation proprement dite, la notion de père, de ce qui devient une simple idée complexe, la jonction de l'idée d'homme et de l'idée de mort, pour composer l'idée positive de meurtre. Il est significatif que parallèlement, Locke transforme ce qu'il appelait relations de temps et d'espace en idées simples de temps et d'espace qui autorisent la mise en relation que sont la durée et la distance de leur mesure. Par ces corrections, Locke distingue deux moments dans la connaissance, un moment de constitution de l'idée positive et un moment de mise en relation. Le temps est une idée simple positive permettant la relation qu'est la durée. De même en morale, l'idée morale est constituée comme idée positive avant d'être mise en relation. La relation morale ne subsiste en morale que lors de la comparaison des idées complexes positives avec la loi. De ce fait, l'exactitude échappe à la première étape pour se cantonner dans la seconde.
L'essai explicitera cette distinction, opposera la constitution du mode mixte et le jugement de rectitude par mise en relation avec la loi. Il insistera même sur la distinction de deux étapes, soulignant que seule la seconde étape appartient en propre à la morale. La première étape est commune à tout savoir, dénuée de valeur morale, neutre en ce qu'elle n'est que constitution d'idées complexes. Mais à l'origine, dans les drafts A et B, les deux étapes sous le couvert de la relation participaient au même titre de la réflexion morale. Les critiques de Locke ont repéré dans le texte définitif des traces de cette ancienne parenté, eux qui affirmeront que sous couvert d'une analyse de la formation du vocabulaire moral par la tradition, la coutume et l'éducation, Locke établit déjà une morale relativiste qui subsiste par elle-même antérieurement à toute loi. Même si le propos de Locke demeure toujours l'établissement de la loi naturelle, il est vrai que dans sa recherche de l'origine du discours moral, la constitution des éléments du discours a pris une telle importance qu'elle paraît subsister pour elle-même, jusque dans les œuvres qui distinguent explicitement le mode mixte et la mise en relation. Que conclure de cette observation sur l'évolution des concepts utilisés par Locke? Que nous apporte de savoir que ce qui est mode mixte dans l'essai a été initialement pensé comme relation? On peut y voir d'abord une explication de l'appellation étonnante de mode. Si l'on s'en tient au sens classique de mode, on ne voit pas en quoi la gratitude ou le triangle peut être dit mode, c'est-à-dire attribut ou accident d'une substance quelconque, et Locke, qui s'excuse de cet emploi, s'en rend compte. Grâce au draft B, on comprend que dans un premier temps, ce qui deviendra mode n'était que mise en relation de substances. Or, toute relation est pour Locke une qualification introduite par l'esprit, donc extérieur, accidentel de deux substances. Paternité est un mode inessentiel qualifiant plusieurs substances dénommées hommes. De cette origine découle la détermination suivante. Gratitude et triangle ont pour référent ultime des êtres substantiels. Gratitude est une idée inspirée par la concaténation d'idées particulières issues d'individus particuliers. Locke dira explicitement qu'elle est de même le statut modal du triangle, qu'il n'est ni scalène ni rectangle, en un texte que depuis Berkeley on comprend souvent à tort. Deuxième information, comme toute relation, l'idée morale a pour origine une idée simple. L'idée morale et l'idée d'infini avec elle sont réduites à leur origine sensible et sécularisée. La relation morale, aussi élevée soit-elle, a pour origine nos sensations et nos réflexions. Les relations qui paraissent les plus éloignées des sens sont pourtant fondées en eux et ne sont que des considérations relatives de ces idées simples reçues par cette voie ou par la réflexion. Tout ce qui constitue un mode mixte vient donc soit de l'idée simple, soit de la considération ou mise en relation. Ce qui ne vient pas de l'idée simple ne peut donc venir que de la considération et réciproquement. Ceux qui prétendent que la morale vient de l'expérience ne peuvent donc y trouver que ce qu'offre l'idée simple, rien de plus. Et donc, troisième point, ce qui ne vient pas de l'idée simple vient d'un acte de l'entendement qui met en relation. La relation est extérieure à l'idée simple, elle est extérieure aussi à l'idée complexe de substance qu'elle met en relation. La relation et le mode mixte lui sont attribués par une libre décision sans être nécessitée par la nature de la substance. La substance homme n'implique pas la relation père. Père est une mise en relation attribuée par le langage, la pensée humaine à une substance. Et si la morale réside dans la mise en relation, elle ne peut procéder de la substance même, mais de l'entendement qui met extérieurement en relation les substances. Cette artificialité du mode, empruntée à la relation, le libère de tout poids ontologique. Le mode n'a d'existence que dans la pensée de celui qui le constitue. Se trouvent ainsi reléguées dans l'incohérence toutes les morales qui prétendent s'appuyer sur la vérité objective. Vérité de la substance connue d'une part, vérité de la substance qui contiendrait en elle une essence, la mettant en relation interne avec les autres substances ensuite. Le relativisme moral semble en découler immédiatement. Les critiques de Locke, tels Lady Masham, Laudet, Beconsal, Lee, n'ont pas manqué de le relever. Ils auraient raison si la perte du caractère ontologique n'était compensée par l'appel à la relation de rectitude. De la relation, l'idée morale a conservé également la clarté. Comme l'idée de relation, l'idée de mode est plus claire que l'idée de substance, alors que la connaissance des substances est hors d'atteinte. La connaissance des relations morales est ouverte aux philosophes, à condition que l'on sorte du langage privé et que l'on fasse l'inventaire complet de l'idée, au moins en son aspect concerné par la relation, comme il précisera dans la controverse avec Stillingfleet.
C'est même cette origine relationnelle du mode qui justifie véritablement la possibilité ultérieure de sciences démonstratives des modes moraux. Toute relation est en effet mise en rapport de deux idées issues de l'expérience. Or, la comparaison ou la mise en relation de deux idées est faite au mieux par l'intermédiaire du nombre, qui est un critère universel dépassant toutes les particularités et dont sort toute certitude. La science la plus certaine a donc à la fois une origine empirique, singulière et privée, de par la constitution des idées complexes de substances issues des idées de sensation ou des idées de mode mixte issues des idées de réflexion, et une indépendance de l'expérience, une ouverture à l'universel et à la certitude, grâce à la mise en relation de ces idées par un acte de l'esprit, dont le modèle est la comparaison par le nombre-mesure. Se rendre compte que nos idées sont limitées par l'expérience, mais aussi que nos mises en relation sont déterminées non par l'expérience, mais par l'interprétation humaine, codée grâce à la mesure, c'est la condition d'une science possible, mais limitée des relations, et donc des sciences pures, que sont la géométrie et la morale. Insistons sur ce point fondamental. La géométrie et la morale ont en effet pour objet non des entités, la seule entité sont des substances, mais les seules entités sont des substances, mais des relations entre entités substantielles. La substance n'est connue que par expérience. Ce triangle, cet homme sont des substances connues seulement en tant qu'objet, observées en tant qu'idée singulière. La démonstration du triangle implique l'existence de l'objet extérieur comme la ligne. Il s'agit donc bien d'un singulier objet de la mise en relation. Dès que, à l'aide d'une mesure intermédiaire, ces entités sont mises en relation, dès que l'on considère les angles de ce triangle par leur rapport médiatisé dans leur rapport médiatisé par le nombre-mesure, dès que l'on considère cet homme dans son rapport à autrui ou à lui-même médiatisé par une considération morale, la substance est considérée sous un de ces modes, celui qui la met en relation avec une autre substance, comme homme devient père, où l'événement anodin devient cause, et la manipulation du couteau à l'encontre de telle personne devient parricide, et le parricide devient condamnable ou digne d'éloge. La substance, peu connue en elle-même, mais dotée d'un nom déterminable, sert de base à une relation claire en elle-même parce qu'instituée, et dont le nom est moins certain. Par une sorte de chiasme, clarté et déterminabilité s'échangent. La relation s'appuie sur la considération de substances, c'est-à-dire d'idées complexes, qui ne sont ni totalement claires, ni totalement distinctes. L'entendement peut produire à partir d'idées confuses, sous d'autres aspects, une relation claire s'il s'en tient à un aspect clairement perçu. Ainsi, une connaissance au sens strict des relations est possible tant que l'on s'en tient à la fois à un aspect clair et distinct de chaque substance prise dans la relation à la clarté de la relation même et à l'irréalité de ce qui n'est pas une substance mais une relation. D'où la dernière caractéristique issue de l'origine relationnelle du mode mixte moral. Il pourra être objet de démonstration et de connaissance, ou inversement, la démonstration sera pensée sur le mode de l'établissement d'une relation. Locke utilisera un vocabulaire identique pour la relation et pour l'intuition, noyau central de la démonstration. D'une part, la démonstration est une monstration. D'autre part, la relation est constituée par saisie de l'agrément ou du désagrément de deux idées. Le vocabulaire qu'il utilisera précisément pour parler de l'intuition dans la démonstration. On retrouvera d'ailleurs avec la démonstration l'ambiguïté de la relation. Elle valait aussi bien pour la constitution de l'idée simple que pour la constitution de la proposition. De même, la démonstration ou l'activité de la raison portera sur la constitution de l'idée de mode, sur la constitution du système moral à partir d'idées et de propositions enchaînées et aussi sur la contrainte conférée par la preuve de l'existence de Dieu et de la loi naturelle. Outre la relation constituant le terme moral, il existe une relation constituant l'acte, le jugement ou le discours moral. C'est la relation à la loi qui constitue comme morale ces trois entités apparentées. L'essai conservera sous le nom de jugement de rectitude ce seul cas de relation en morale. C'est dans le draft B, pour arriver à cette mise en relation-là, qu'a été détaillé tout ce qui précède, et pour l'affirmation qui en découle, puisque idées et règles morales sont composées volontairement à partir d'idées simples, et puisque la règle qui est imposée par Dieu ou par le législateur est elle aussi composition d'idées simples. Il suffit de comparer les idées composées, relations de part et d'autre, de percevoir l'accord entre elles et de conformer notre maxime à ce qui acquiert ainsi valeur de loi ou de règle.
La conformité à cette règle n'est que l'ordonnancement, ordering, de l'action de telle manière que les idées simples qui lui appartiennent puissent correspondre à celles que l'on a dans l'esprit. Ainsi, nous voyons comment les notions et les choses morales sont fondées sur ces idées simples que nous avons reçues de la sensation et de la réflexion et ont pour terme, terminating, ces idées en dehors desquelles nous n'avons dans l'entendement absolument aucun objet de pensée. Bref, le discours moral et relation entre l'ensemble d'idées simples reçues de la sensation et groupées en relation morale et l'ensemble d'idées simples réunies dans l'idée complexe de loi et le jugement moral dont il est plus précisément question dans ce texte et la mise en relation des idées qui définissent l'acte posé ou apposé avec les idées qui constituent la loi, indifféremment divine ou humaine pour l'instant. Le manuscrit se termine pratiquement sur cette affirmation, ce qui mérite réflexion. L'image de la morale qui en ressort est aussi différente de celle donnée par les ouvrages antérieurs que de celle donnée par l'essai. Le lecteur passe directement de la composition des idées à la critique de la connaissance. La morale semble ainsi se constituer uniquement à partir d'une composition d'idées simples, et évacuant toute question du raisonnement de démonstration. La question la plus urgente pour la morale n'est plus la démonstration de l'existence de Dieu à partir de l'expérience de l'ordre, pourtant mentionné, mais n'est pas encore la démonstration d'un système moral par invention. Grâce à la sagacité des idées intermédiaires, ce qu'elle devra être selon l'essai. Par rapport aux essais sur la loi naturelle, une notion intermédiaire, la mesure exacte, s'insère et modifie la problématique. Si la morale est relation, elle se doit d'imiter les autres savoirs de la relation, telle la géométrie. L'analogie avec la géométrie posée par Grotius, reprise dans les premiers textes de Locke, se précise. Il ne s'agit pas seulement de modèles abstraits, il s'agit d'adapter effectivement la méthode en sa spécificité. Or, la géométrie est mise en relation du connu et de l'inconnu par la preuve, par l'intermédiaire. L'intermédiaire de l'arithmétique est précis, le nombre. D'autres savoirs se servent dans les relations qui les constituent de cette même mesure. Comment adapter cette mesure aux relations les plus intéressantes, celles qui constituent la morale? Comment distinguer clairement la part de constitution des idées et la part de relation dans la morale? C'est la question sur laquelle s'arrête le draft B et qui ouvre la réflexion aboutissant à l'essai lui-même. 3. Relation et démonstration. La démonstration n'est donc nullement absente de la réflexion des drafts. Elle se manifeste par le modèle mathématiquement analysé. Elle se manifeste par la recherche au-delà des imprécisions du vocabulaire, d'un intermédiaire aussi précis que celui qu'utilise la géométrie quand elle se sert du nombre, qu'utilise la connaissance de la durée quand elle mesure le temps, celui-là même que la démonstration aura pour fonction d'inventer. Elle se manifeste par l'importance donnée à la relation qui est mise en rapport et monstration de l'agrément entre idées par invention de l'intermédiaire. Elle se manifeste enfin par la réflexion sur le statut du nom, alors que la géométrie dépasse l'idée privée particulière par l'image ou le schéma. L'universalité de la morale ne sera atteinte que par le biais du nom qui noue la gerbe des idées simples assemblées, d'où la nécessité d'authentifier ce nom dans son rapport aux idées, pour le mode moral comme pour la substance. Ainsi prennent forme les excroissances des livres 2 et 3 de l'essai, excroissances qui se situent ainsi comme lié au problème moral. Le draft B amplifie une découverte du draft A qui disait déjà « Tout cela, la démonstration à partir de termes définis nominalement, se fait sans aucune connaissance de choses existant hors de nous, et en faisant par là des démonstrations et des propositions verbales certaines et indubitables, et pourtant en ne parvenant nullement à la connaissance de la vérité des choses. J'ai commis une erreur sur la règle et le nom de l'action, non sur la relation de la règle à l'action, une relation qui est accord ou désaccord, mais l'origine de la faute est dans l'idée erronée que nous avons choisie. On aura saisi qu'avec la relation se joue dès le niveau de l'idée la question de la démonstration. La mise en relation est la découverte de l'idée intermédiaire nécessaire à la démonstration selon l'essai. On aura saisi également ce qui fonde l'intérêt de l'analyse contrastée de la substance et de la relation telle qu'elle s'inaugure dans ce draft. La substance, c'est l'objet de la réalité dont on a des idées positives. Cette connaissance demeure connaissance du singulier, connaissance de fait. La connaissance du général et du normatif passe par la connaissance de relation, de la relation d'identité qui fait l'idée générale, jusqu'à la relation de rectitude qui fait la notion morale. Mais l'idée de substance est indispensable à l'existence de l'idée relative. Aucune idée de relation ne peut exister sans elle. Sur ce point porte l'insistance essentielle de Locke. Elle limite la prétention dogmatique des relations et donc des idées morales. Mais il faut rappeler aussi l'implicite dans la thèse. La substance ne produit pas
elle-même de relations individuelles, singulières et peu claires. Elle ne peut d'elle-même déboucher en comparaison, en généralité et en évidence claire. Il ne peut donc y avoir de relation morale engendrée par l'idée de substance d'homme. Il manque le statut de relation, la clarté de l'idée et l'universalité possible. Ainsi, avec les drafts, le problème de la loi naturelle est-il déplacé? Peut-être s'agit-il toujours de fonder cette loi, de s'appuyer sur la preuve de l'existence de Dieu, mais ceci ne paraît plus dans le texte. En revanche, une nouvelle question surgit préliminaire, la formation de la relation constitutive de la pensée morale par l'entendement de chaque individu. Et puisque la relation n'a pas d'archétype naturel, la relation établie par chacun doit être comparée à celle opérée par d'autres individus ou opérée par tel ou tel système de loi. La pensée de la relation prend toute la place au point d'englober des analyses qui plus tard devront relever de ce qui est relié. Les modes mixtes. La question est issue de la prise de conscience centrale de ce que toute loi est conçue par des hommes. Puisqu'on ne reçoit pas la loi naturelle toute constituée comme une évidence immédiate, puisqu'on en construit les termes à partir de l'expérience, il n'y a pas de démonstration de la loi naturelle qui n'ait à se préoccuper des mots, des idées simples et de la constitution antérieure des modes mixtes. La difficulté nouvelle est d'accorder la relation que je fais moi-même entre diverses idées simples, la relation faite par autrui entre ces idées et la relation faite par ceux qui énoncent la loi avec autorité. Quelle que soit par ailleurs cette loi, le problème pour les drafts est celui d'une relation, de relations. Il est vrai que le désaccord sur la morale était à l'origine de la réflexion de Locke et que c'est pour résoudre ce désaccord que l'on cherchait à fonder. Auparavant, le désaccord était réglé par l'expérience de l'ordre divin, de l'autorité divine. Désormais, ce désaccord est pris en charge en tant que tel. Il s'agit de partir de l'expérience diverse du monde et de considérer comment se constitue la norme universelle, de confronter les idées de substance et les idées morales que chacun construit, de voir aussi comment peuvent s'ajuster entre elles ces idées et ces relations, comment elles peuvent s'accorder avec celles des autres hommes, puis avec celles des diverses autorités. Comme si la démarche de fondation de la loi naturelle sur Dieu et sur l'essence de l'homme passait au second plan. À considérer le monde etsi deus non daretur, on en vient à considérer comme pôle de référence pour une morale l'expérience et la raison. Et dans cette nouvelle tâche légèrement décalée par rapport à la première, non seulement prouver la loi naturelle, mais aussi pointer comment on en constitue humainement la notion, Locke traite du passage de la pensée non rationnelle à la pensée rationnelle. L'entendement doit intervenir pour régler cet usage civil et non philosophique du langage et des idées. Dans les drafts, l'analyse de la morale opère sur le jeu entre idées simples et idées complexes, entre substance et relations, et l'importance de cette nouvelle question à la constitution des relations morales en elles-mêmes capitalise tout l'intérêt. L'essai, qui est analyse des conditions du raisonnement, idées, mots, nature de la démonstration, résulte de cette importance donnée par les drafts aux préliminaires épistémologiques de la morale. Ce déplacement a des conséquences qui sont loin d'être négligeables sur la nature ultérieure de la réflexion. D'abord et par-dessus tout, le lien mis entre la morale et le langage. C'est ici que Locke sera le plus original. Sur tous les autres points critiques de l'inné, l'importance du sensible, nécessité d'une déduction, place de l'entendement moral, Locke a pu avoir des prédécesseurs, Malebranche, Gassendi, Grotius et Pufendorf notamment. Là où il innove et a conscience de le faire, puisqu'il affirme ne pas avoir eu conscience du problème avant de commencer, donc avant ce brouillon qui précède de 20 ans la publication, c'est dans la prise en considération de la coutume, de l'éducation, de la réalité, qui aboutissent au traitement linguistique du problème. Certes, les questions de langage étaient travaillées de façon traditionnelle par les logiciens grammairiens scolastiques et autour de lui par Hobbes, Wilkins et les milieux de la Royal Society, où l'on rêvait d'une langue parfaite. Mais Locke a poussé plus loin que d'autres la réflexion sur la genèse du langage moral. L'ampleur qu'il donne aux esquisses tentées avant lui fait l'intérêt de son œuvre. Deuxième conséquence, avec ce déplacement d'intérêt s'opère une transition qui va rendre la pensée de Locke plus complexe et du même coup plus intéressante. Critiquer la morale n'est pas nécessairement établir une démonstration neuve sur une terre vierge. En ce sens, la pensée n'est jamais pour Locke une tabula rasa. Il ne s'agit pas de convaincre des individus non prévenus de l'existence d'une loi naturelle. La morale est pour l'essentiel déjà présente, inculquée par une société. Ce qui fait défaut, c'est le fondement qu'on lui donne et les conséquences annexes qu'on en tire, annexes pour la morale mais essentielles pour la vie sociale. L'intolérance morale et religieuse rendent la vie civile impossible. L'erreur précède la démonstration. Il y a donc à traiter cette difficulté, à s'occuper de la genèse effective telle qu'elle se donne dans le langage, et non seulement à s'occuper de fondements théoriques.
C'est un des intérêts de Locke d'avoir tenté de mener de front ces deux tâches, expliquer la genèse effective et la corriger, fondée théoriquement tout en demeurant dans l'empirique. La sécularisation de la pensée exigeait que le fondement soit donné dans l'expérience et dans la raison seule. Troisième conséquence qui en découle, l'importance donnée à la constitution de l'idée puis à la relation autoriseront le rejet de la démonstration de l'existence de Dieu et de la validité de la loi divine à un niveau secondaire. Si la question à traiter en priorité est celle de l'erreur, si l'erreur se situe dans la constitution des relations et des termes de cette relation, idée de substance ou de mode mixte, qu'est-ce qu'un homme, qu'appelle-t-on homme, qu'est-ce que cette espèce, quelle différence entre cette substance et le terme moral? Si l'important est de passer de l'usage civil à l'usage philosophique du langage, la déduction de la loi naturelle pour elle-même devient une question secondaire qui échappe aux limites de l'essai et qui peut être laissée à d'autres instances comme la religion. Le travail philosophique le plus urgent porte sur l'idée, l'abstraction, la composition des modes mixtes, le rapport entre mots et idées, le statut de la raison avant que d'autres questions ne se découvrent. D'où, dernière conséquence, il se justifie que la tâche de l'entendement régresse de la déduction des propositions à la constitution des idées et à l'explication, l'explicitation du rapport entre idées et mots. Dans les dernières rédactions de l'essai, Locke attribuera ouvertement à la raison cette fonction d'œil universel qui juge de tout. C'est cette présence universelle qui lui permet de se situer non plus seulement comme raison instauratrice, mais aussi comme raison critique. Composer selon la raison ce qui existe, le considérer comme un artifice, c'est reconnaître les signes du naturel, de même que l'entendement intervient dans la psychologie du choix moral sous la forme du suspense critique, du suspens critique. De même, dans le travail plus théorique de la définition de la loi naturelle, l'entendement fait d'abord œuvre de critique du langage et des traditions.